Bonjour et bonjour à tous, on est de retour dans les studios donc de Endzone pour cette 7e émission, toujours avec mon fidèle acolyte Corentin Lucas. Corentin, comment vas-tu ? Ça va très bien Val, là on a eu un gros week-end, franchement c'était exceptionnel, que des gros matchs. Une semaine de repos pour nous la semaine dernière, de retour dans les studios, ouais. Et puis on est prêt pour décortiquer cette 9e week de la NFL. Ouais. On va commencer tout de suite avec le premier match de cette semaine. C'était le jeudi, donc le Thursday Night Football. C'est ça. Opposant donc les New York Jets avec les Texans de Houston. C'est ça. Un gros match qui a vu pas mal de belles actions. Pas mal de belles actions, victoire des Jets 21-13. Enfin, les Jets sortent la tête de l'eau. Je crois que c'était après 5 défaites consécutives, ils se sortent enfin de ce pétrin, clairement, avec cette victoire face aux Texans. C'était pas gagné. Et il fallait aller chercher Houston, ça c'est sûr. Il fallait aller chercher Houston, qui était vraiment sur une belle série eux aussi, hein, avec un très gros CJ Stroud, Stephon Diggs, qui est blessé après ce match, enfin même avant ce match qui était blessé. Là, ça y est, c'est fin de saison pour Stephon Diggs, donc gros coup dur pour les Texans. Et puis voilà, première victoire des Jets, et l'association, surtout j'aimerais noter, Davante Adams a enfin fonctionné avec un touchdown de Davante Adams qui a fait un gros match. Ouais, en fin de match, ça a quand même permis aux New York Jets de finir sereinement cette rencontre, mais c'est surtout aussi la mauvaise prestation des Texans qui se sont fait quand même outplay par New York, et ça arrive pas souvent cette année. Exactement, on a eu les Giants aussi face aux Commanders, les Commanders qui confirment dans la douleur face aux Giants 27-22, mais voilà, Jayden Daniels qui était encore une fois à la hauteur. Trop fort. Ouais. Tu voulais rajouter un mot là-dessus ? C'est surtout comparé à son rival rookie Caleb Williams, qui lui, on va le voir, prend une sacrée avance maintenant. Ouais, justement, on va y aller tout de suite. Les Cardinals qui ont gagné 29-9 face aux Bears de Caleb Williams. Et là, je pense qu'il n'y a plus de débat pour le Rookie of the Year. On est clairement sur un Jayden Daniels au sommet cette année. Ouais, c'est une ligne droite, victoire 29-9, correction, énormément de défaillances vraiment, que ce soit dans l'attaque comme dans la défense des Bears, ouais. Donc honnêtement, ouais, là, ils ont pas vu le jour. Je vais retrouver les stats de Caleb Williams, mais c'est 22/41. Ouais, voilà. Donc ça en dit long. Après, c'est sûr qu'ils se sont pas trouvés, surtout que les Cardinals, c'est une équipe embêtante cette saison. C'est une vraie équipe embêtante. On va passer aussi aux Chargers face aux Browns, victoire 27-10 des Chargers. Voilà, beau petit match aussi des Chargers, mais les Browns qui vraiment ne réussissent pas ce début de saison. Ensuite, on a eu les Falcons face aux Cowboys, très gros match aussi. Victoire 27-21 des hommes de Kirk Cousins. Et je crois que c'était le seul match où je m'étais trompé dans les prédictions. J'avais pronostiqué. C'est vrai que t'as été très bon. C'est là, je me suis honnêtement, pour une fois, je me suis bien rattrapé. Ouais. Et c'est surtout que les Cowboys, on va le dire, mais là, ça devient compliqué. Non, mais là, je pense que côté Cowboys, il va falloir penser à la prochaine draft. T'as un point de non-retour là, honnêtement. Il y a un point de non-retour. CeeDee Lamb, je crois, se blesse en plus comme Dak Prescott. Ouais. Les deux se blessent dans le même match. Les deux superstars qui sortent. Voilà. Et quand tu payes un aussi gros salaire pour Dak Prescott, et quand tu vois sa saison, et tu te dis que ça va pas du tout, et que là il faut penser à la prochaine draft et à la prochaine saison surtout, parce que là c'est déjà raté. On sait qu'ils seront pas au playoff, là il y a moins d'un miracle, ils y seront pas. Surtout qu'on connaît Dak Prescott, on sait que c'est un joueur de saison régulière et qui est un peu moins présent dans les moments chauds ou dans les matchs de playoff. Là il y aura pas de playoff et il y aura pas de saison régulière pour les Cowboys, donc c'est la crise à Dallas. Là, c'est la crise à Dallas, au lieu que ce soit la classe à Dallas. Non, mais ouais, ça va être compliqué pour eux. Et puis là, il va falloir complètement changer de direction et puis se présenter à la draft en ayant un haut choix là. Ouais, exactement. On a eu les Ravens aussi face aux Broncos. C'était le match diffusé en clair sur M6, sur 6play, pardon. 41-10 pour les Ravens. Là, pareil, les Broncos n'ont pas vu le jour. Masterclass des Ravens. Un Lamar Jackson qui a été très bon à la passe et inexistant à la course pour une fois. D'habitude, il est très complet et là, pour le coup, il n'a pas besoin de courir parce que clairement, le match était déjà gagné depuis longtemps. Ouais, ils ont fait vraiment la course en tête tout le long du match. Belle prestation offensive pour eux, 41 points et puis surtout toujours une longueur d'avance sur ces Broncos qui n'ont jamais pu revenir. J'avais mis Bonix en MVP de la semaine dernière. Cette semaine c'était 0. Il était surclassé, clairement Bonix. Les Panthers face aux Saints, les Panthers qui remportent ce match avec un petit point d'avance sur les Saints, et là ça ne va toujours pas pour les Saints. Vraiment là, cette fois c'est plié, hein. Ils iront pas au playoff. On avait quand même trouvé quelques
argument bien pour sûr. Peut-être aller au playoff, mais même face aux Panthers, ils n'arrivent pas à gagner. Donc même dans ces matchs, dans ces petits matchs, ils n'y arrivent pas. Donc là, les Saints, c'est aussi ciao pour les playoffs comme les Cowboys. Ouais, non, c'est sûr. On avait posé la question il y a quelques semaines de ça. Ouais. Maintenant, New Orleans, tu avais dit toi que tu les verrais bien en playoff. J'avais dit qu'il y avait au moins. Il y avait un espoir, bien sûr. Il y avait 8 matchs qui pouvaient gagner potentiellement. Et au final, pas du tout. Et là, tu viens de perdre contre Carolina, donc ça te met dans un sacré embarras. Et surtout, c'est un match qui est à oublier pour le coup. Clairement, un autre match. Là, cette fois-ci, c'est pas oublié, je trouve, pour les Dolphins. Mais encore une défaite pour les Dolphins. Ouais, bon, là, clairement, Miami, c'est pas possible. Là, cette année, ça ne va pas du tout. Et même avec le retour de Tua, on voit que ça ne suffit pas. Et là, après, c'était face aux Bills, 30-27. Bon, on se dit qu'il y a quand même un petit espoir. Gros match, grosse affiche quand même de NFL, ça pour le coup on va pas se le cacher. Ouais. Maintenant les Bills cette année c'est du sérieux, ils sont renforcés à l'intersaison, on a vu Amari Cooper qui est venu là mais il a pas joué ce match là. Pour le coup, les Dolphins, ils n'ont pas cette régularité-là. On a vu, il y a des joueurs qui se blessent. Toi, ils n'ont pas pu compter sur lui toute la saison. Et quand t'as un joueur de ce calibre-là qui est top QB NFL... Il a eu un gros impact sur le match quand même. Hein. Il a eu un impact, oui. Mais le problème, c'est la régularité. C'est les pièces avec qui il est mis en attaque. Et surtout... peut-être un problème de coaching, évidemment. Ouais, je pense qu'il va falloir bouger certaines choses avant la prochaine saison. Mais en tout cas, c'est encourageant quand même pour les Dolphins parce que j'ai vu vraiment un gros réveil là, sur ce match. Et clairement, ils pouvaient rivaliser avec la victoire pendant de nombreuses minutes. On s'est rassuré parce qu'on a vu que c'était une équipe qui savait, Dieu merci, encore jouer au football américain. Et malheureusement, ce sera pas cette fois-ci qu'on reverra la victoire en Floride. Pourquoi pas la semaine prochaine. Les Titans, dans un match extrêmement serré aussi, ça a fini à l'overtime. Les Titans remportent ce match 20-17 face aux Patriots. Les Patriots qui ne gagnent pas, mais qui étaient pas loin de la victoire, franchement. Ils ont loupé leur possession à l'overtime et derrière, ça ne pardonne pas un field goal qui permet aux Titans de remporter ce match 20-27. Les Bengals face aux Raiders, les Bengals aussi, comme les Ravens, ont déroulé 41-24 face aux Raiders. Là c'est du grand Joe Burrow aussi. Hein. Et c'est une belle attaque de Cincinnati. À noter aussi, les Raiders qui sont tenus à 24 points. Après, ça reflète aussi la mauvaise défense de Cincinnati. On peut rien y faire. Mais les Raiders là n'ont rien pu faire. L'attaque était trop forte côté Cincinnati et les Bengals. Exactement. Un match aussi serré. Hein, les Eagles face aux Jaguars. On va en reparler juste après pour une action assez folle. Victoire 28-23 des Eagles. Là, les Eagles enchaînent. Et ça fait plaisir de revoir Philadelphie à ce niveau-là. Ouais, mauvais début de saison, on le redit, on cessera de le redire parce que quand on a des attentes aussi importantes ça avait très bien commencé. Je crois qu'ils étaient en 2-0 et après. Mais en fait c'est vraiment un mauvais début de saison parce que c'est de l'inconstance totale et ça leur permet de pas avoir cette confiance d'enchaîner les matchs. Là ils commencent à l'avoir, des automatismes commencent à être créés et surtout ça fait plaisir de voir Philadelphie quand on connaît les attentes et surtout la fenêtre parce que vraiment c'est dans les prochaines années ou rien. Là ils sont quand même dans leur conférence ça reste quand même des mastodontes. Ils ont échoué au Super Bowl il y a 2 ans. Là, il va falloir se remotiver pour aller en chercher un dans quelques années. Ça reste quand même une équipe qui fait offensivement, peur à affronter. Ils ont du Barkley, ils ont du Jalen Hurts le duo a été exceptionnel aussi face aux Jaguars et depuis que les Eagles vont mieux, ces deux-là vont mieux aussi. C'est-à-dire qu'on sent que c'est vraiment les maîtres à jouer de cette équipe. C'est vrai parce que Barkley était tout seul dans ce début de saison. Il était par contre exceptionnel. Ouais. Ça, on va pas lui enlever. Mais trop seul. Et quand t'es trop seul dans une équipe de 11 joueurs en attaque... Oui, mais regarde, c'est lui qui a relevé le niveau, je me rappelle, face aux Saints, où il gagne, je crois, 15-12. Ouais, 15-12. C'est ça, et tu vois que c'est Saquon Barkley qui fait toute la différence, et c'est lui qui vient porter cette équipe. Et depuis ce temps-là, les Eagles ne perdent plus. Et donc c'est aussi la force d'une grande équipe comme ça, de Philadelphie. On a eu les Seahawks aussi face aux Rams, et là, les Rams confirment. Ça y est, victoire des Rams face aux Seahawks. Bon là, je sais pas si on peut dire que c'est une grosse victoire des Rams ou plutôt une grosse défaite des Seahawks qui, eux, se sont loupés, clairement. Pour moi, ils se sont encore loupés parce que c'est quand même une équipe qui n'y arrive plus et qui piétine depuis maintenant quelques matchs. Je crois qu'ils sont en 4-5 là, ça y est. Donc, ils sont passés en négatif. Et surtout ça pour la suite ça va pas arranger tout le monde hein. Geno Smith a fait son match pour moi les gens vont peut-être pas le penser
Mais en fait, en face, les Rams, avec le retour de Pacoa et de Cooper Kupp, ça fait le taf. Ça fait du bien. Et c'est surtout des retours qui font du bien à Los Angeles. Exactement. On a eu les Packers face aux Lions, c'était un gros rendez-vous aussi. Bon, je me suis trompé, je voyais les Packers gagner. C'est finalement les Lions qui se sont imposés 24-14 dans un match où les Packers ont peiné franchement à faire la différence, clairement. Non, et c'est la force collective en fait de Détroit qui a fait le travail. Moi, quand je me penche sur le match et sur le résumé et sur tous les highlights qu'on peut voir, en fait, j'arrive pas à voir quelqu'un qui surnage dans cette équipe. C'est ça. Tellement toute l'équipe est à un niveau. Je te dis, on voit souvent Montgomery à la limite, Jared Goff, ouais, bien sûr, même eux, on les voit pas plus que d'autres dans cette équipe. Non, il y a du Sam Laporta, il y a du Amon-Ra Sam Brown, il y a énormément de monde qui est d'une régularité et surtout d'une constance qui fait froid dans le dos. Et c'est surtout qu'en fait, Détroit, ça fait peur cette année. C'est TGV direction les playoffs. Là, c'est clairement direction les playoffs. Une autre équipe peut-être qui pourrait aller en playoffs, même si ils nous ont fait peur ces dernières semaines, mais ça y est, ils se sont enfin relancés. Les Vikings 21-13 face aux Colts. C'était pas gagné, c'était un peu laborieux quand même ce match, mais ils l'ont remporté 21-13 et ils se sortent enfin de cette série de 2 défaites d'affilée. Ouais, on l'a vu, c'est toujours chiant de jouer Indiana, hein. Ouais. Ça fait jamais plaisir, mais c'est surtout que les Vikings, ils avaient besoin de renouer avec la victoire. Quand on voit honnêtement l'équipe et surtout la forme, ils étaient en 6-0, là 2 défaites d'affilée. Il faut remettre le pied à l'étrier. Des défaites d'affilée qui pouvaient te laisser douter sur une potentielle participation au play-off. Parce qu'ils sont dans une division, même dans une conférence qui va être très très serrée jusqu'à la fin. Donc là, c'est vrai que ça fait du bien de revoir les Vikings à ce niveau-là. Sachez que les Chiefs et les Buccaneers joueront cette nuit. Voilà, ce soir, cette nuit. C'est le gros match, aussi une grosse affiche de cette week 9. Et puis au repos, cette semaine, on avait les Steelers et les Niners. Sachez que Lamar Jackson, voilà, parce qu'on le dit, parce qu'on l'avait pas encore eu la dernière fois dans notre dernière émission, mais Lamar Jackson a été élu joueur du mois d'octobre. Donc là, niveau course au MVP, on est pas mal pour Lamar Jackson. Ouais, double tenant du titre, hein, on va le répéter, on le répétera toujours, et c'est lui qui est le métronome à jouer de ces Ravens. Et surtout, en fait, ils sont en train de rouler sur tout le monde depuis maintenant plusieurs semaines, hein. Ça fait 4-5 semaines où c'est impressionnant. Et puis surtout, ça fait le taf. Là, il s'est fait un petit peu stopper à la course, mais quand tu stoppes Lamar Jackson à la course, il a quand même ce bras droit très sûr. Donc là-dessus, honnêtement, voilà, on avait parlé de Josh Allen, on avait parlé de Patrick Mahomes, de Jared Goff, de Saquon Barkley. Ouais, c'est ça. Et même de CJ Stroud. Il y a du beau monde, hein. Et même Derrick Henry qui est aussi dans les potentiels, dans le top 5. Bien sûr. Donc là, clairement, il est au-dessus là pour l'instant. Et sauf que là, c'est les distinctions comme ça qui vont jouer en sa faveur. Et maintenant, il va falloir avoir un bilan plus que positif comparé aux autres. On va faire un point sur le classement pour conclure cette week 9, avant évidemment d'aller vers notre MVP de ce week. Au niveau des classements, on va aller à la conférence AFC. Les Bills dominent l'AFC Est avec un beau 7-2 devant les Jets. Voilà, quand on voit cette division, franchement, les Jets deuxième en 3-6, les Dolphins en 2-6 et les Patriots en 2-7. Oui, là, Buffalo est tout seul. Là. Exactement. On a aussi au nord les Steelers qui sont en 6-2, les Ravens qui sont quand même deuxième de cette division, attention pour les Ravens qui sont en 6-3. Au sud on a les Texans en tête devant les Colts. Là c'est pareil, c'est pas glorieux hein, quand on voit le deuxième en 4-5, 2-6 après 2-7, c'est pas fameux. C'est comme l'AFC Nord quoi, mais même si on voit les Colts et les Bengals qui essayent de passer en positif, honnêtement ils en ont les capacités. Maintenant ça dépendra de leur fin de saison et comment ils vont gérer tout ça avec les rencontres qui restent à venir, parce qu'il y a quand même des belles oppositions. Pour les Colts il va falloir un Joe Flacco plus tranchant que ça là, parce que là ce dernier match il était pas dedans. Et on part en AFC Ouest. En AFC Ouest, bon là c'est pareil, je pense qu'il n'y aura pas de débat, même si les Chargers reviennent bien, il y a une équipe qui s'appelle les Chiefs et qui sont en 7-0 et bientôt je l'espère en 8-0 face aux Bucks. Voilà, c'est extraordinaire quand on voit 2-0 en division, 4-0 dans la conf.
5 défaites d'affilée pour les Raiders. 5 défaites d'affilée pour les Raiders, effectivement, ouais. Et derrière les Chargers, comme j'ai dit, en 5-3, et puis les Broncos qui ne passeront pas, hein, clairement, en 5-4. Voilà pour l'AFC. Je te laisse faire, Val, la conférence NFC. Ouais, bien sûr. À l'Est, on a dans la NFC Est, on a les Commanders, voilà, qui eux, pour le coup, ils déroulent. Honnêtement, ils commencent à bien se trouver. Et surtout, en fait, c'est eux les favoris. Et ils le montrent. Mais attention, on le pensait pas du tout. Oui, mais pour le moment, c'est eux les favoris. Parce que quand on voit la forme des Eagles, même s'ils sont sur 4 victoires d'affilée, quand même, il faut pas avouer que leur début de saison va peut-être leur laisser. Mais il y a l'expérience qui va jouer en la faveur des Eagles, parce que quand tu vois les Commanders, c'est beaucoup de jeunes, c'est de la récente draft. Donc attention quand même aux Commanders, il va falloir durer. Est-ce que cette insouciance-là des jeunes, comme on l'a vu, et puis surtout comment ils vont aller gagner ce match contre les Bears sur une passe. Au buzzer, hein. Voilà, d'un Alley-Marie au dernier moment. Donc voilà, c'est cette insouciance qui peut aussi leur permettre de se dire voilà, en fait, c'est nous les meilleurs, venez nous chercher. Et puis voilà, il y a les Eagles qui sont juste en dessous, les Cowboys, voilà, 3 défaites d'affilée, Giants 4 défaites d'affilée, voilà. Ça ne passera pas. En NFC Nord, donc cette belle division. Très belle division. On peut avoir quand même 3 équipes de cette division en play-off. Parce que les 3 sont en positif, et à noter que les Bears sont à égalité. Donc voilà, c'est quand même comparé aux autres divisions, celle qui affiche la meilleure forme. 6 victoires d'affilée pour les Lions, Minnesota qui renoue avec la victoire, Green Bay qui vient de perdre mais qui finalement avant était sur une belle lancée. Ah oui. Et puis surtout ils perdent contre les Vikings, donc ils perdent contre. C'est dans leur division. Et c'est là que ça va jouer. Toi tu voyais Green Bay passer parce que ça aurait pu équilibrer les débats. Finalement. Je vois toujours Green Bay passer et en 3, tu vois. Parce que on dit que dans cette division, il y a tellement d'équipes qui sont en négatif et qui n'iront pas au playoff que quand tu fais le classement de la NFC, pour l'instant, les Packers sont dans les partants pour aller au playoff. Sauf que là, tu viens de perdre contre un rival direct. Ouais. Les Vikings ont bien fait de gagner ce match-là, et c'était très serré. Ouais. En FC Sud, donc le Atlanta qui fait toujours son petit bonhomme de chemin. Voilà, c'est une équipe régulière pour le coup, ça on peut pas leur enlever. Les Buccaneers qui ce soir peuvent peut-être créer la surprise. On va en reparler, mais honnêtement, il y a beaucoup de journalistes qui disent qu'ils peuvent embêter. Parce que offensivement, c'est une des meilleures équipes de la ligue. Donc attention aux Chiefs. 51 points il y a encore 2 semaines contre les Saints. Bon, ça reste les Saints, mais 51 points, voilà. Ça, mais en fait, c'est là où ça va être un beau duel, parce que t'as d'un côté l'une des meilleures attaques de la ligue et de l'autre côté la meilleure défense de la ligue. Donc là, ça va être un vrai duel. Et après, on retrouve Carolina et New Orleans en 2-7. Pour le coup, 7 défaites d'affilée pour les Saints qui étaient en 2-0, on le rappelle. Maintenant, c'est un bilan négatif ultra. Sachant que t'as des retours de blessures comme Derek Carr et tout. Donc, bien sûr, il n'y a plus d'excuses. Tu viens d'envoyer 25 millions à Alvin Kamara. Ouais. Malheureusement, c'est peut-être tout qui va être à revoir en Louisiane. Et en NFC West, on a la plus serrée des ouais, tout peut se passer. Même si, moi je vois bien Los Angeles prendre cette première place. Pourquoi pas ? Parce qu'honnêtement, il y a des retours, ils sont sur une excellente victoire. Ouais. Ils sont à noter qu'ils étaient en 4-1, ils étaient en 1-4 quand même. Et là, ils sont revenus en égalité, 3 victoires d'affilée. Ouais. 2-1 dans leur bilan de divisional, donc ils peuvent quand même faire la surprise. Mais il y a les Niners. Il y a les Niners qui sont aussi à égalité. Moi, je vois les Cardinals et les Seahawks basculer et finir dans le bas de tableau. Je sais pas toi, je sais pas où. Les Seahawks pour moi termineront dernier. Je trouve que ça suffit là. Ils sont en train de couler après leur très bon début de saison. Et je vois les Cardinals avant dernier et derrière les Rams et les Niners devant les Rams. Voilà. Okay. Parce qu'il y a quand même l'expérience des Niners et il y a quand même cette équipe qui est là pour aller au playoff. Donc je pense que ça finira comme ça. Allez Val, on va passer à notre MVP du Week 9. Toi, t'es parti sur une équipe qui a fait de belles preuves offensivement parlant face aux Raiders, c'est les Bengals, et donc c'est Joe Burrow. 41-24, et donc oui, ce numéro 9 si charismatique, si bon, comme on aime le rappeler. Non, Joe Burrow, c'est 27 sur 39 ce match-ci, mais c'est surtout 5 touchdowns. Malgré son interception, j'ai quand même envie de louer la compétence, enfin la feuille de stats offensive qu'il a livrée cette nuit, et honnêtement ravi de le voir à ce niveau-là, et surtout moi j'adore, c'est vraiment un coup de cœur que j'ai eu pour lui il y a maintenant quelques saisons, et surtout en fait c'est quelqu'un qui offensivement est tellement régulier. En fait le problème c'est s'il est pas bon
Les Bengals ne vont pas gagner, sauf que là, depuis quelques temps, en fait, ils enchaînent. Bengals s'enchaînent. Ouais, exactement. J'adore aussi Joe Burrow. Donc, 251 yards complétés, voilà, si on peut énumérer les stats, 3 rushs. 27 sur 39 à la passe, 5 touchdowns. Oui, et puis c'est beaucoup de prise de risque. C'est beaucoup de prise de risque aussi. C'est-à-dire que il y a le 27 sur 39, mais derrière, il y a de la prise de risque. Exactement. Et il voulait clairement achever les Raiders. Donc gros match de Joe Burrow. Honnêtement, avec la manière surtout, toujours ces beaux lancers et surtout cette prise de décision au bon moment qui fait la différence et qui permet surtout d'éviter aux Bengals de perdre des possessions, parce qu'après on sait que la défense ça va pas. Non. Je vais partir sur une équipe qui nous a surpris, j'ai envie de dire fait peur face aux Dolphins, c'est les Bills, avec une victoire 30-27 face aux Dolphins. Ça a été très très chaud, mais cette victoire, je pense que les Bills peuvent remercier Josh Allen, qui a juste été extraordinaire, le QB des Bills. Alors au niveau des stats, vous allez me dire ouais, c'est pas exceptionnel, parce que quand on regarde les stats, on se dit c'est un 25 sur 39, 235 yards à la passe, donc 7 à la course, 3 touchdowns et une interception qui gâche un petit peu cette feuille de stats. Mais quand on regarde le match, on se dit que on peut pas dire autrement. Enfin, on peut pas dire que ça a été un mauvais match de Josh Allen, parce que il a été présent à tout moment, et malgré cette interception, en fait, ça a été le métronome de cette équipe des Bills, et il a vraiment été chercher cette victoire jusqu'au bout. Et puis derrière, la victoire s'est jouée un field goal extraordinaire. Ouais. Donc j'aurais pu aussi le citer, mais j'ai vraiment envie de citer Josh Allen pour ses prises de risque, pour son match XXL, et c'était pas facile face à une grosse équipe des Dolphins qui a quand même bien défendu, et à chaque fois c'était des passes millimétrées dans la end zone qui étaient exceptionnelles. Donc bravo à Josh Allen qui est dans la course au MVP et qui pour moi est mon MVP de ce week 9, parce que c'était un gros match. J'aurais pu prendre Lamar Jackson, clairement, aussi, mais sur la facilité, il y a la facilité aussi. Là il n'y avait pas la facilité, et Josh Allen s'en est très bien sorti, donc félicitations à lui, et pour moi c'est mon MVP. Voilà, je sais pas si t'as un mot à rajouter là-dessus. Si, mais moi je l'avais dans ma shortlist et dans mes mentions honorables, bien sûr, avec non, parce que pour moi c'était important aussi, quand même c'était un choc pour moi cette affiche là, parce qu'il faut pas oublier que les Dolphins, eux, ils ont la dalle, et surtout ils ont envie de renouer avec la victoire. Ils ont plus rien à perdre, plus rien à perdre, en fait. Ils sont là pour embêter tout le monde, et surtout pour retrouver un peu de dignité, et surtout un semblant de réussite. Et maintenant c'est la partition presque parfaite de Josh Allen qui permet à ces Bills de continuer, et honnêtement match plus qu'impressionnant, et surtout toujours régulier. Ce qui va être impressionnant, ça va être nos actions de ce week 9. Val, je vais commencer avec la tienne, qui est juste extraordinaire. Bien sûr. On repart chez les Eagles. Là, on repart à Philadelphie. Ouais. On va voir donc face à Jacksonville, on est à Philadelphie, et on va voir donc le QB qui va lancer pour Saquon Barkley, et ça se passe de commentaires. Exceptionnel. On voit le premier spin qui met totalement dans le vent, le numéro 33, et ensuite c'est un saut mais de dos. Honnêtement, on n'a jamais, j'ai regardé, on n'a jamais vu ça. Et surtout il le fait de dos, il sait exactement comment retomber, il est au milieu de 3 défenseurs, et surtout il permet d'atteindre les 10 yards à Philadelphie, donc c'est une possession plus que rentable, et non, c'est surtout le mouvement qui est incroyable, la rotation, c'est tout à l'instinct, et ça montre juste la force de ce running back. Il est extraordinaire, et puis comme tu l'as dit, c'est sans regarder, en fait, c'est ça qui est fou. La prise de risque est folle, parce qu'il y a quand même 3 mecs en face qui l'attendent. Déjà il y a le premier spin qui est plus qu'impressionnant, il le met dans le vent, il arrive ensuite à reprendre de la vitesse, et il se dit tiens, si je le sautais c'est une inspiration exceptionnelle, et ça démontre bien toutes les qualités offensives que ce joueur peut avoir. Il y avait une action sur laquelle on était d'accord, et qui fait que c'est la première fois que du coup je n'ai pas mis un TD, que ce soit au rush ou à la passe. C'est vraiment une action skills qui a permis à Philadelphie de... Je le dis, c'est l'action de l'année
Sans aucun débat, j'avais dit ça avec le Hail Mary de Jayden Daniels, mais là, c'est l'action de l'année. On va retourner limite en 2014, comme Odell Beckham Jr., et on va l'afficher à l'écran parce que c'est un touchdown extraordinaire. Donc on a les Jets avec là, Aaron Rodgers qui envoie un caviar sur Garrett Wilson, et là, le one-hand est juste extraordinaire, de la main droite. Il retombe dans la end zone avec un seul pied, et c'est ça qui a fait polémique, parce qu'on ne sait pas si vraiment il aurait été accordé, voilà. On sait qu'il y a un touchdown qui a été refusé il y a une semaine de ça pour les mêmes raisons. Mais comme le tibia, on va le voir là sur l'image, le tibia gauche touche avant la end zone, avant la ligne, alors on l'accorde à Garrett Wilson. Et puis j'ai envie de dire heureusement qu'on l'accorde, parce que si celui-là n'aurait pas été accordé, la polémique aurait été grande, et on parle quand même d'un des plus grands touchdowns de peut-être de la décennie, hein. Faut se rappeler que regarde la photo Air Jordan. Il a refait le logo de la NBA version NFL. Là je veux qu'on refasse le logo de la NFL et qu'on mette ça. Puis surtout il a une hauteur, il est là, et j'ai regardé, il l'attrape à 2 doigts en fait, finalement, parce que il peut pas l'attraper de toute paluche comme ça. Il est obligé, il est au bout d'extension, son bras est tendu. Et puis il a un défenseur sur lui, hein. Il est obligé on le voit juste avant, en fait il se défait totalement du défenseur, et il prend l'impulsion au dernier moment qui fait que là il est à la position parfaite. Mais comme Saquon Barkley, il joue avec l'instinct, et l'instinct est phénoménal, parce que et la pose, s'il vous plaît, regardez cette photo, mais la pose de Garrett Wilson, elle est juste monumentale, et elle a fait le tour du monde, hein, pose, bien sûr. Et heureusement qu'il a été accepté. Après tu parlais d'une certaine ressemblance. Moi je trouve que quand même celui de OBJ est quand même super. Pour toi c'est plus impressionnant celui de Pour Beckham? Moi il est largement plus impressionnant. Ah, moi je suis pas d'accord du tout, parce que là Odell Beckham en plus n'est pas dans la end zone à ce moment-là quand il fait ce one. Ouais, bien sûr, mais justement c'est bien sûr cet entrain qui va l'emmener dans la end zone. Mais là on parle quand même d'un match très décisif pour les Jets, parce que là ils étaient sur 5 défaites d'affilée. C'est peut-être le touchdown qui les a complètement relancés. On parle face aux Texans en plus, pas une équipe bien sûr, très petite, hein. Voilà, c'est pas des peintres. Et puis en fait le geste pour moi est 10 fois plus beau que Odell Beckham, parce que oui, Odell Beckham c'était beau parce que il l'amène dans la end zone, etc. C'est l'un des premiers à le faire. Mais là on parle quand même d'une pause à la Michael Jordan, et version NFL, et regarde juste la photo, on est au prime du style de la NFL. Là on peut pas faire mieux en termes de photos stylées. Pour la nouvelle génération, c'est sûr que ce touchdown là va rester dans les mémoires, mais quand tu vois celui de BJ, en fait là ce qu'il faut comprendre, c'est qu'OBJ, le défenseur, est dans lui. Et en plus il est là, il est à la moitié du corner, donc entre la touche, il a carrément une main en touche, mais il a l'autre qui permet de garder le ballon en vie. C'est vrai. Et il arrive au dernier moment à se rabattre en touchdown, parce que ça aurait pu être une sortie. Là, il y a pas de, là il y a rien là côté. Et la passe d'Aaron Rodgers aussi, côté New York. La passe d'Aaron Rodgers. Bien sûr, mais après il fait je crois 27 yards à la passe. Mais c'est exceptionnel cette passe. Pour moi, c'était exceptionnel. Pour la nouvelle génération, c'est sûr que Garrett Wilson, on va s'en souvenir, et surtout il est exceptionnel. Après, il y a moins ce jeu-là de polémique, on ne sait pas si celui de OBJ, c'est net. Il y a touchdown. C'est propre à chacun. C'est magnifique. Bien sûr. Je pense qu'on est tous unanimes pour dire qu'il est magnifique, comme celui de Beckham Jr. Mais c'est vrai qu'il y a des particularités qui font que certains vont préférer Odell. Dites-le nous en commentaire, lequel est votre préféré, ou s'il y a une action qu'on a sous-estimé et qui est passé sous nos radars. On a eu pas mal de belles actions quand même dans ce week-end. Bien sûr. On va passer maintenant, parce qu'on est quand même le 4 novembre, et dans un jour, il y a ce qu'on appelle 24 heures, la trade deadline. Ça y est, on y arrive, et forcément toutes les équipes vont s'activer pour chercher les dernières pioches, les derniers joueurs dans cette deadline. Nous on va revenir sur les plus grosses trades et les grosses rumeurs là, qu'il y a dans ces dernières 24 heures. Déjà on va faire un point sur les dernières grosses trades qu'il y a eu ces dernières semaines, avec notamment chez les Panthers le départ de Deontay Johnson chez les Ravens, l'ancien receveur des Panthers maintenant. Du côté des Chiefs, on s'est renforcé avec Josh Uche, le linebacker des Patriots, qui donc est arrivé en échange du 6e tour de la draft 2026. Voilà, pour les Chiefs, il fallait se renforcer dans cette ligne-là. C'était important. Ils étaient décimés, donc autant surtout que quand on voit la forme de l'équipe, il fallait mieux avoir du Durant. Bien sûr. Cam Robinson également, qui est parti chez les Vikings et qui lui était chez les Jaguars. Voilà pour les dernières grosses trades. Je te laisse faire les grosses rumeurs, Val. Là il y en a pas mal, hein. Bien sûr, on a Evan Neal, donc qui serait attendu chez les Giants de New York, l'ancien premier tour de draft 2022. C'est ça.
Maintenant, est-ce que voilà, aujourd'hui tu as envie de te retrouver à New York, surtout chez les Giants Il est pas chaud, mais ils attendraient quand même une grosse offre. Il y a Justin Fields, donc le QB des Steelers. On sait que en fait les Steelers ils sont carrément, voilà, Justin Fields a perdu sa place de titulaire. C'est quand même assez fou. Et donc les Raiders seraient en première ligne pour essayer de récupérer le QB des Steelers. Voilà. Pour moi, ce serait une bonne destination parce que honnêtement, les Raiders ils en ont besoin, sont une équipe à sauver. Quand on voit la qualité de certaines assets, voilà, on sait que c'est une équipe qui a du talent, notamment sur les lignes défensives. Il faut pas l'oublier. Maintenant, c'est offensivement où ils ont besoin de se renforcer. Et est-ce que Justin Fields peut répondre à cette question ? Pour moi, c'est un grand oui. Et maintenant, il faut attendre quand même, moi aussi, hein, c'est un grand oui, mais il faut attendre quand même qu'il y ait une grosse offre. En tout cas, les Steelers en demandent beaucoup pour laisser partir Justin Fields, parce que pour l'instant, ils sont quand même assez réticents. Ils l'ont placé sur la liste, mais ils attendent quand même une grosse offre de la part des Raiders pour le lâcher complètement. Donc ça va se décider dans les prochaines heures, en tout cas. On a parlé d'offres réticentes, mais il y en a une qui apparemment devrait se faire, et les deux offres, enfin les deux parties ont trouvé un commun accord. Enfin, pour le moment, un accord. Sont ok sur l'idée. C'est Nick Chubb qui devrait donc rejoindre Dallas. On voit que Dallas c'est pas le bon moment pour c'est le bon moment pour se renforcer, mais c'est pas le bon moment pour atterrir j'allais dire, il va chez une meilleure équipe sûr. Quand même, hein. Il est chez les Browns qui sont catastrophiques cette saison. Oui, bon, bah ça c'est on est habitué maintenant à Cleveland. Mais non, c'est surtout que là pour le coup ça va faire du bien, et surtout au poste de running back, on sait que c'est au niveau des wide receivers, ils ont ce qu'il faut. Ils ont rien en running back. Hein. Et en running back, c'est cette percussion qui va leur manquer. Donc il y a ça aussi, et puis là c'est imminent. Hein. Là, il a attendu chez les Lions, potentiellement aujourd'hui, en tout cas dans les prochaines 24 heures. C'est Zedarius Smith, le linebacker des Browns, qui donc est attendu chez les Lions. Normalement, ça devrait être une histoire de quelques heures, comme je l'ai dit. Donc voilà, ce serait une belle pioche pour les Lions. Et puis les Browns qui perdent encore 2 assets, mais de toute façon quand on se fait décimer, hein. Ouais, mais quand là ils mettent tout sur les prochaines années, voilà, ils essaient de se reconstruire. Donc ils font partir des assets et des joueurs qui ont encore de la valeur et qui n'en apporteront plus à cette équipe, parce que cette équipe veut perdre. C'est fou de dire ça. Non, mais c'est vrai, hein, pour avoir le meilleur choix de draft, hein, ça joue pour être mieux positionné. Et donc pour le coup, c'est des bons moves, et il faut aller se servir chez les Browns, même si tout n'est pas bon à prendre. Exactement. On va passer maintenant à notre meilleur trade de 2024, parce qu'il y a quand même eu pas mal de transferts cette année, hein, et puis des gros transferts. Val, tu vas commencer par me donner ton meilleur trade de l'année 2024. Il y en a eu pas mal quand même. Ouais, bien sûr, mais pour moi, le plus intéressant, celui que je vais regarder, c'est Amari Cooper et son évolution donc chez les Bills de Buffalo maintenant. On sait, premier touchdown la semaine dernière, cette semaine il n'a pas joué. Et c'est surtout que voilà, ça va faire du bien, parce que c'est une équipe déjà qui vise les playoffs, hein, et surtout qui vise la finale de conférence, hein, on va pas se le cacher. Buffalo est une équipe qui a de l'ambition. Maintenant ils sont obligés de all-in et d'aller chercher des pièces aussi importantes qu'Amari Cooper. C'est un poste running back qui était quand même loin d'être celui qui faisait le plus sensation à Buffalo. Totalement, ouais. Maintenant ça va faire plaisir, et ça va amener une sorte d'arme supplémentaire dans cet arsenal qui est déjà bien rempli à Buffalo. Ouais, pas mal Amari Cooper cette année. Moi j'hésitais entre deux joueurs. Un récent, Davante Adams, qui commence voilà, il a eu un début compliqué avec les Jets, mais ça commence à venir. Et je me dis que la paire Rodgers-Davante Adams, ça peut être pas mal finalement. Donc j'hésitais à le mettre, mais comme c'est encore trop frais, je me suis dit bien sûr. Et sans vraiment résultat. Voilà, il y a eu un résultat face aux Texans et c'est tout. Voilà, il a eu son premier touchdown, voilà, etc. Bref, mention honorable quand même à Davante Adams, mais je vais partir sur Stefon Diggs. Alors voilà, malheureusement, il s'est blessé, fin de saison, mais quand on parle de meilleur trade, je pense directement à lui, parce que il est arrivé chez les Texans, il venait des Bills. Il était déjà un acteur majeur des Bills, et à 30 ans, il arrive chez les Texans, et il est aussi un acteur majeur maintenant des Texans. Dans ce début de saison, il a fortement contribué à ce bon début de saison de Houston. Malheureusement, il y a cette blessure, et on l'a vu direct. Première blessure, il se blesse, premier match après, ils perdent, et on voit que c'est difficile, défaite des Texans, et on voit que c'est difficile offensivement parlant. Bon, après le salaire est important, 22,5 millions cette saison, donc ça va être quand même compliqué. Ils vont en ajouter 3,5 l'année prochaine en bonus. Sachant qu'il s'est blessé, voilà, c'est quand même compliqué de payer un aussi gros salaire, mais quand on parle de pur transfert, de pur joueur, ça c'était un gros transfert.
Donc voilà, pour moi, c'est Stephon Diggs qui est le meilleur transfert de C'est cette sûr année. que s'il n'avait pas été blessé, il aurait passer un cap conséquent aux Texans. Et la paire CJ Stroud Diggs est extraordinaire. Là, pour le coup, on l'a senti, on aurait pu l'imaginer. Mais on l'a vu, hein, comme tu l'as dit, CJ Stroud, il n'y arrivait pas ce week-end, et défaite des Texans. Importante dynamique qu'il va falloir relever, et c'est surtout que là il est blessé pour toute la saison, donc on va attendre de le voir dès l'année prochaine sur les terrains d'NFL. On passe maintenant au week 10 avec nos pronos habituels, forcément, comme chaque semaine. Vous en avez maintenant l'habitude. On va commencer avec le match du vendredi, le TNF, du jeudi soir même, si on veut être précis, entre les Bengals et les Ravens. Val, qui vois-tu s'imposer, sachant qu'il y a ton chouchou quand même, Joe Burrow là-dedans? Non, bien sûr, les Bengals sont une équipe que j'adore regarder, même si là pour moi je pense que la marche va être trop haute, et je pense que tu seras d'accord avec moi. Je vois bien les Ravens donc prendre ce match-là. Honnêtement, ils sont dans une forme qui ne peut pas permettre aux Bengals de l'emporter. Donc les Ravens vont prendre ce match. On a une grosse attaque face à une très faible défense, donc là je pense que ça va être plié. Et une faible défense, et surtout une grosse défense aussi des Ravens, elle n'est pas à négliger. Donc grosse défense, grosse attaque face à une faible défense et une bonne attaque, donc ça va faire la différence. Exactement, victoire des Ravens aussi pour moi. Le dimanche à 15h30, parce qu'on retourne en Europe, à Munich en Allemagne, on aura le match qui sera diffusé sur 6play en clair. Les Giants face aux Panthers, les Giants qui retrouvent l'Europe. Je les vois s'imposer face aux Panthers, même si les Panthers restent sur une belle victoire face aux Saints. On sait que c'est toujours des ambiances magnifiques quand on retrouve Munich, surtout à Munich, surtout en Allemagne. Donc pour moi ça va être un match exceptionnel, et ça va permettre surtout à nous fans de NFL et qui puissent regarder ça sur M6, ça va être vraiment une bonne après-midi, et donc je vois bien les Panthers l'emporter dans ce match-là. C'est jouable. Je vois pas New York gagner. Il manque trop de consistance, pas assez de régularité, et pour moi Carolina, ça fait déjà 3 matchs où on les voit quand même plutôt en forme, donc pour moi j'aligne sur les Panthers. Allez, moi j'aligne sur les Giants, mais c'est vrai que c'est un match difficile à pronostiquer. Ouais, et puis surtout ça va être un match beau à voir, et on aimerait bien voir des équipes un peu plus épais en Europe. On aimerait bien voir les Chiefs. On est habitué à voir. C'était l'année dernière. À Francfort, effectivement. Les Bills face aux Colts, c'est à 19h, la red zone, comme on l'appelle. Gros match en perspective, parce que les Colts sont très, très difficiles à jouer. Je vois quand même les Bills s'imposer et continuer sur leur lancée. Je pense que tu es d'accord avec ça? Je suis dans ce train-là. Maintenant, on sait que les Colts sont toujours en kikinant sur le point de vue défensif. Mais bon, pour moi, les Bills, tu viens de gagner contre les Dolphins, c'est surtout que tu viens d'être sur une bonne série de victoires, 4 victoires. T'es sur une grosse saison. Donc allons-y. Est-ce qu'on y va aussi du côté des Vikings face aux Jaguars? Bien sûr. Pour moi, je pense qu'il n'y a même pas besoin de détailler grand-chose. C'est clair. Voilà, dites-nous si jamais en commentaire vous voyez d'autres pronostics, et surtout, dites-le nous pourquoi. Les Broncos face aux Chiefs, là pareil, je pense qu'il n'y aura pas de débat. Je vois bien Denver faire le... Arrête. Après, je dis ça. Non, on va voir cette nuit. On va voir cette nuit déjà contre les Buccaneers. Mais s'il y a bien une équipe que je vois perdre contre Kansas, pour le moment, c'est bien Denver. Oui, et puis c'est une équipe que je vois gagner contre Kansas, à part les Bucks, je ne vois personne. Franchement, donc peut-être un 9-0 là face aux Broncos, donc à voir. Ça se trouve, blessure cette nuit de Patrick Mahomes. Arrête, c'est pas possible. Et c'est fini là. Et là, ce serait. Même là, je pense. Et tu finis en 11-6, en 6-11 ta saison. Franchement, même avec une blessure de Mahomes, je pense qu'on va quand même au playoff. Tu vois, on a tellement une marge que ça passerait quand même. Victoire des Chiefs. Ouais, victoire des Chiefs, évidemment. Il n'y a pas de débat là-dessus. Les Falcons face aux Saints. Bon, là, les Saints n'ont plus rien à perdre. Ouais. Plus rien à gagner plutôt. Ouais. Mais il y a quand même les Falcons qui sont tellement réguliers que je me dis que voilà. Ils sont irréguliers, mais ils sont quand même bons dans ce genre de match. Atlanta doit conserver la tête de sa division, donc ça va être important pour eux d'améliorer leur bilan qui est de 6-3. Donc moi je vois bien Atlanta gagner ce match-là. La même chose pour moi. Les Niners face aux Bucks, et là c'est gros match, match de ce week-end. Là c'est pareil, ça va aussi dépendre du match face aux Chiefs. Si les Bucks l'emportent face aux Chiefs, ils vont être dans une grosse dynamique. Je vois quand même les Niners
venir se relancer après leur début de saison assez compliqué, assez mitigé, et ben je vois quand même les Niners. Et toi? Ouais, j'aime bien San Francisco parce que honnêtement leur défense est toujours solide. Après ce sera à Tampa Bay, attention. C'est à Tampa, donc c'est toujours compliqué de se déplacer là-bas. Grosse attaque, on le sait. Maintenant, je pense que San Francisco connaît ces équipes-là, il sait très bien comment les gérer. Ouais, exactement. Dans les grands rendez-vous, ils sont quand même là, les Niners. Les Steelers face aux Commanders, là aussi, gros match. Peut-être le match de la confirmation pour Jayden Daniels après voilà, un gros début de saison. Là, il va falloir gagner face aux Steelers qui sont aussi sur un bon début de saison. Je vois quand même les Commanders l'emporter. Moi, c'est pour ça que je vois Pittsburgh. Ok. Je vois Pittsburgh parce que honnêtement la rigueur défensive de Pittsburgh peut très bien empêcher Daniels de s'exprimer. Ça va être un gros choc. Enfin, en fait, ça va être un gros test pour eux, ces jeunes Commanders, d'essayer de taper du poing sur la table, en fait, de montrer qu'ils sont au niveau. Et c'est pour ça que honnêtement, je vois qu'ils peuvent bien embêter ces Steelers, mais je vois Pittsburgh quand même l'emporter dans ce match. C'est possible. Tu prends le pari en tout cas. Bien sûr. Les Eagles face aux Cowboys. Et là, je vais surprendre tout le monde. Ok. Je vois les Cowboys l'emporter. Je saurais pas vraiment expliquer pourquoi, mais en tout cas, les Eagles sont sur une bonne série, ok. Mais les Cowboys sont sur une mauvaise série. Ouais. Là, décimé en plus. Donc attention. Attends, parce que normalement, Dak Prescott et CeeDee Lamb n'auraient pas de grosses blessures et pourraient être disponibles pour le prochain match. Donc s'ils sont disponibles, je vois les Cowboys l'emporter parce qu'ils sont tellement au fin fond du trou que là, ils ont qu'un objectif, c'est se relancer. Et on va dire retrouver une sorte de dignité, un peu comme les Dolphins. Donc c'est le moment pour gagner face aux Eagles. Oui, mais on a vu que les Dolphins, ou les Seahawks, les Dolphins et les Seahawks n'arrivent plus à gagner. Et bah les Cowboys, il va falloir, parce qu'en plus, c'est à Dallas. Donc, t'as ton public qui t'attend de pied ferme. Mais ils n'ont pas gagné cette année encore à Dallas. C'est bien ça le problème. C'est pour ça que je te dis que c'est le moment de se relancer. Bien sûr, tout y est pour avoir une sorte de belle remontada. Ouais. Sauf que moi, j'ai trop d'arguments contre. Enfin, en fait, j'ai trop de. Attention, je vois pas une remontada, je vois juste une victoire là. Bien sûr. Après, forcément, ça va être. Mais je vois trop de. Pour moi, il y a trop de points négatifs et Dallas n'y arrivera pas. Pour moi, je vois une victoire des Eagles, même si, bien sûr, je comprends totalement déjà le fait que CeeDee Lamb et Dak Prescott ne soient pas blessés sérieusement et que ce soit pas une fin de saison pour eux. Après, est-ce que justement tu fais pas tourner contre les Eagles en essayant de prendre ensuite des matchs contre les plus petits? C'est un pari à tenir, tout est envisageable. Est-ce que justement tu fais jouer contre les gros et tu fais reposer contre les petits parce que tu penses que tu crois vraiment que Dak Prescott et CeeDee Lamb ils ont envie de jouer contre des petits? Non, mais est-ce qu'ils ont encore envie de jouer ensemble? On sait que je sais même pas, on sait qu'il y a eu des embrouilles et des. Alors après. Il y a toujours des tensions et surtout quand ça marche pas avec de super. Enfin, ça marchait très bien, mais quand ça marche plus avec de superstars, c'est toujours compliqué. C'est compliqué de remettre le train en route, même si on espère que les Cowboys se remettront à l'endroit. Ouais. Pour moi, ce sera pas contre Philadelphie. On aura un match le lundi, on aura même un match le mardi, mais le dernier qu'on va débriefer en tout cas la semaine prochaine, ce sera les Lions face aux Texans à 2h20 du matin en française. Les Lions sont sur une très bonne série, les Texans viennent de perdre difficilement face aux Jets. Je vois les Lions du coup s'imposer et continuer sur leur lancée. 8 victoires d'affilée pour toi pour les Lions, moi j'en vois 8 aussi. Ouais. Les Texans viennent de perdre un match important qui montre un petit peu, exploite un peu leurs faiblesses. Perte de Stephen Diggs en plus. Ouais, important d'exploiter leurs faiblesses. À voir s'ils peuvent se remettre à l'endroit là justement contre Détroit, mais pour moi je pense que Détroit c'est trop fort. Et s'il y a bien une équipe qu'il faut enfoncer, c'est Houston. Et puis on aura les Dolphins face aux Rams. Là, ça y est, je vois une victoire enfin des Dolphins parce que, encore une fois, ce dernier match a été très, très encourageant face aux Bills. Ils étaient pas loin de la victoire et franchement, on se dit qu'il y a les armes pour aller battre ces Rams, même si les Rams sont sur une série de 3 victoires d'affilée, donc attention. Moi je vois en fait j'ai pas envie de me prononcer parce que je sais que ça va me porter malchance. Je vois Miami gagner ce match. Voilà. Los Angeles honnêtement est sur une bonne série et puis surtout ils viennent d'avoir leur retour, donc 2 victoires d'affilée, ça leur fait du bien. Ouais. Maintenant j'ai tellement envie de voir les Dolphins renouer avec la victoire et surtout genre montrer qu'en fait c'est une équipe qui est toujours capable et qui juste a eu des discordances, ouais, exactement, des discordances sur tout point de vue dans l'équipe. Maintenant c'est une équipe qui a le talent, qui a les qualités sur tous les postes
À eux de faire le nécessaire pour gagner Los Angeles. Au repos, on aura donc 4 équipes dans cette week 10 avec les Raiders, les Browns, les Steelers et les Packers. Voilà. C'est fini pour cette émission, donc on se retrouve dès la semaine prochaine. Même jour, même heure, même endroit. Toujours avec Corentin Lucas pour débriefer donc de cette 10e week-end de NFL. Salut à tous et merci de nous avoir suivis.